Deuxième volet de la mécanique, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux actions mécaniques ainsi qu'aux principes d'inertie. Nous voici devant une situation banale. Un joueur de foot vient frapper un ballon. Nous voulons nous intéresser au mouvement du ballon et pour le physicien, le ballon va s'appeler le système. Autrement dit, le système est l'objet dont on étudie le mouvement. Et il se trouve que ce ballon est en interaction avec d'autres systèmes. Voyons lesquels. Alors, avant que le joueur ne le frappe, le ballon est en interaction avec le sol, mais également avec la Terre à travers l'interaction gravitationnelle. Alors, nous représentons ici une flèche pleine lorsqu'il s'agit d'une action de contact, c'est le cas entre le ballon et le sol, et par une flèche assurée si c'est une interaction à distance. Il existe trois types d'interactions à distance que sont l'interaction gravitationnelle, l'interaction magnétique créée par les aimants et l'interaction électrique. Quand le joueur va taper dans le ballon, il va exister une troisième interaction de contact, c'est celle créée par le joueur. Et une fois que le ballon sera parti, eh bien, le ballon ne touchera plus ni le joueur ni le sol. Dès lors, ces interactions ne vont plus exister et le ballon ne sera plus qu'en interaction gravitationnelle avec la Terre. Le physicien va chercher à représenter ces interactions, à les modéliser à travers ce que l'on appelle le vecteur force. Alors, qu'est-ce que le vecteur force? Il s'agit tout simplement d'une flèche. Ici, cette flèche doit représenter toutes les caractéristiques de l'action. Par exemple, le poids, qui est l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur le ballon, va être dirigé vers le bas. Il y a la deuxième interaction qui est celle créée par le sol sur le ballon, qui elle prend naissance au niveau du point de contact entre le ballon et le sol. Elle est dirigée vers le haut et quand le joueur viendra frapper le ballon, on va faire figurer par une troisième flèche l'interaction, la force créée par le pied sur le ballon. On note toujours la force créée par l'auteur, ici le sol ou le pied sur le receveur, qui est dans le deux cas le ballon. Une fois que le ballon est parti, il n'est soumis qu'à une seule force, qui est le poids. La mesure d'une force se fait grâce à un appareil qui s'appelle un dynamomètre et son unité de la force, de l'intensité de la force, est le newton. Alors voici différents types de dynamomètres. Dans ce type de dynamomètre, nous avons un ressort et plus nous tirons fort ici, bien plus l'indication lue sur le dynamomètre sera important. Voyons le principe d'inertie, principe qu'il faut absolument connaître. Ce principe dit que tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme. Si aucune force n'agit sur lui, on dit que le système est isolé, ou si des forces qui agissent sur lui se compensent, on dit que le système est pseudo-isolé. Deux remarques par rapport à ce principe d'inertie. Tout d'abord, il n'est valable que dans certains référentiels que l'on appelle des référentiels galiléens, et d'autre part, la réciproque est vraie. Autrement dit, si un système est soumis à aucune force ou à des forces qui se compensent, alors soit il est au repos, soit il est en mouvement rectiligne uniforme. Revenons à la situation de départ, dans laquelle le ballon est soumis à deux forces, le poids et celle exercée par le sol. Nous voyons que les forces se compensent et que le ballon est au repos et il reste au repos. Donc ici, la situation, le principe d'inertie est bien vérifié. Une fois que le pied vient toucher le ballon, il y a trois forces. Nous voyons que ces trois forces ne se compensent pas. Le ballon ne peut plus rester immobile, il va se mettre en mouvement. Et dès qu'il va se mettre en mouvement, il ne va être soumis qu'à une seule force, le poids. Cette force ne peut pas se compenser à elle-même, donc il ne peut ni rester en l'air immobile, ce qui semble logique, ni avoir un mouvement rectiligne uniforme. Il aura donc un mouvement autre, ici, qui est un mouvement parabolique.
Deuxième exemple, nous avons pris en photographie une partie de curling. Et nous avons représenté deux palets, A et B, ainsi que les forces qui agissent sur ces palets. Alors nous retrouvons pour chacun d'entre eux le poids du palet qui est dirigé vers le bas, mais également la force exercée par le sol, la patinoire, sur le palet qui est dirigé vers le haut. Nous voyons que dans les deux cas, les forces se compensent. Et bien, dans cette situation, nous ne pouvons pas dire si les palets sont immobiles ou si les palets sont en mouvement rectiligne uniforme.